On est en train de se connecter. Ben voilà, on est de retour avec nos deux invités de marque, comme je vous le disais, Christian Dujardin et Bruno Schröder. Merci de nous avoir rejoints. Jean-Philippe va vous introduire, si je puis dire, dans la session. Alors, on va commencer donc la première conférence avec Christian Dujardin. Alors, Christian Dujardin, c'est un entrepreneur. Il est le managing partner de Careerway Consulting, qui accompagne les dirigeants d'entreprise et les managers, les équipes sur des trajets de changement et aussi de croissance. Alors, il met l'humain au cœur de la réflexion et du processus. Il est l'auteur du livre Manager 3.0 paru en 2020, dont il va nous parler dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais vous partager quelque chose. Il y a quelques années, j'étais sur les bancs de l'université et plus particulièrement dans un cours sur les marketing des services et des loisirs. Et dans ce cadre, le professeur, Monsieur De Croop, il avait invité un intervenant externe qui était à l'époque responsable du marketing chez Yum, qui, pour faire simple, est la maison mère de Pizza Hut, enseigne que vous connaissez. Et l'exposé, moi je trouvais vraiment très intéressant. L'orateur était brillant, tant sur la forme que sur le fond. Et je me souviens très bien d'une chose qu'il a expliqué avec une très grande clarté. Il avait expliqué de comment il réalisait les actions marketing pour augmenter le chiffre d'affaires et la marge de ces Pizza Hut. Il expliquait par exemple de décomposer le prix, le volume et de voir comment on pouvait augmenter le prix et comment on pouvait augmenter le volume. Et donc, il y avait un petit slide comme ça avec un petit modèle, avec quelques boîtes, prix, volume, quantité, fréquence, taille, etc. Et ce principe de décomposition des effets m'a véritablement marqué de manière presque, je dirais, indélébile, car d'une part, il est assez clair, donc on a le slide sous les yeux, il est simple et redoutablement efficace. Je l'ai notamment utilisé dans mon mémoire et aussi de nombreuses autres fois à travers mes différentes expériences professionnelles et pourquoi pas bientôt à l'Infopole. Et vous l'aurez sans doute compris, cet intervenant qui m'a marqué à l'époque, hasard de la vie, c'est Christian Dujardin. Alors aujourd'hui, je vous souhaite à tous et toutes que vous puissiez trouver dans la petite conférence qui va avoir le plaisir de faire d'ici quelques instants, de trouver, comme moi à l'époque, un petit élément qui vous marquera durablement et positivement, qui impactera votre management d'équipe et votre manière d'appréhender votre business. Je vous souhaite une bonne conférence avec Christian Dujardin. On peut l'applaudir avant de commencer. Merci Jean-Philippe et merci Charlie pour votre invitation et super ton introduction. Effectivement, je ne me souviens pas de toi à l'époque, mais j'adore le fait que j'ai partagé à ce moment-là un outil qui était pour moi un petit outil de travail et puis qu'il a vécu sa vie, cet outil. Et merci à tous aussi d'être présents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, je vais essayer de vous partager. Charlie mettait dans son introduction des trucs et astuces. Alors, c'est des petits outils, mais très concrets et très tangibles parce que vous l'aurez compris, moi, mon background, c'est le business. J'étais un homme de marketing chez Unilever et puis chez PepsiCo et puis chez Bipost. Et donc, j'essaie toujours de relier les théories, les modèles à la réalité. Et c'est ce que j'ai fait aussi maintenant depuis 2-3 ans, passionné par toutes les dimensions de transformation numérique et d'intelligence artificielle. Et ça m'a fait, je dirais, finalement, mettre tout cela en place dans un livre que j'ai appelé Manager 3.0 et dont je vais vous donner aujourd'hui quelques extraits. Alors, je vais lancer ma présentation en espérant que tout fonctionne bien. Voilà, et je pense que vous voyez mon écran et je vais le mettre en plein écran pour que ce soit confortable pour tout le monde. Est-ce que c'est OK comme ceci, Charlie? On voit mon écran? On ne voit pas l'écran, malheureusement. Tiens. Voilà. Il est temps qu'on revienne au présentiel, hein, Christian. Absolument. Est-ce que c'est mieux cette fois-ci? Oui, là c'est nickel. OK. On continue tous à explorer des tas d'outils et on a continué à avoir plein de surprises et quand même, c'est ce qui est le sel de ce genre de présentation. Et donc, mon livre Manager 3.0, en fait,
il est une réflexion sur la place que doit tenir l'humain dans le processus de changement. Parce que la réalité, c'est que effectivement, la technologie avance très, très, très vite, mais la réalité aussi, c'est que fondamentalement, ce sont les hommes qui gèrent les processus, ce sont les hommes qui gèrent les projets et c'est eux qui vont faire la différence. Alors, je l'ai appelé 3.0, le manager dont je vais vous parler. Pourquoi ? Parce que pour moi, le manager 1.0, c'est le manager des années 70 et 80 dans les grosses structures pyramidales et c'est le manager qui gère en disant « je commande et je contrôle ». Alors, je pense qu'on en croise encore un certain nombre autour de nous, mais clairement, ce n'est pas le style de management du futur. Pour moi, le manager 2.0, c'est un manager qui est participatif, donc il écoute, il consulte, mais il garde le pouvoir. Et surtout, ce manager des années 2000-2010, il n'était pas encore complètement alerte à l'accélération de la transformation numérique. Le manager 3.0 dont je vais vous parler, lui, il a compris les enjeux et le potentiel de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle. Et j'aime à dire qu'il collabore avec les robots et surtout, il coopère avec ses alter ego. Alors, il existe un concept 4.0, qui est le management 4.0, qui est également documenté. Et c'est le concept du management de la co-gestion, co-organisation, co-décision. Ce sont les entreprises libérées, ce sont les stratégies organo-intuitives. Et je pense que ça peut fonctionner dans un certain nombre d'environnements, mais ma connaissance de l'écosystème entreprise aujourd'hui me fait dire que trop peu d'entreprises sont à ce niveau-là, ou trop peu d'entreprises vont arriver assez rapidement à ce niveau-là. Et en plus, quand il s'agit de mettre des processus de transformation digitale et donc de changement en route, je pense fondamentalement qu'il faut inspirer les équipes, il faut donner le cap et il faut donner du rythme. Et ça, pour moi, c'est le manager 3.0 qui est le juste style de management. Donc, le manager 3.0, d'abord, très important, il collabore avec les robots. Il s'est rendu compte que les robots font plein de choses très, très bien, mieux que nous, plus vite que nous, avec moins d'erreurs et peut-être pour moins cher. Et donc, il a la sagesse de dire, ce que les robots font bien, je vais le laisser aux robots. Et j'utilise ici le terme robot, vous l'aurez compris, pour moi, c'est tout ce qui concerne les outils digitaux et en particulier l'intelligence artificielle. Donc, le manager 3.0, il a compris ces enjeux et il va utiliser ce formidable potentiel. Mais surtout, pour réussir le changement, il va mettre l'humain au centre du processus. Et ici, l'humain, en fait, il va intervenir à plusieurs niveaux. D'abord, il y a le client. Pour qui fait-on cette transformation digitale? Le client interne ou le client externe? Mais deuxième dimension très importante quand on gère un projet, c'est la dynamique du groupe. Comment est-ce qu'on gère bien un groupe pour un projet d'importance? Et puis, finalement, il y a également ceux qui vont devoir vivre ou subir le processus de transformation numérique, qui font partie intégrale du processus pour moi et qu'il ne faut certainement pas oublier dans le processus. Et je vais vous partager 3 clés qui vont concerner chacune de ces audiences. Alors, vous direz-vous, est-ce que c'est vraiment important de faire attention à ça? Je pense que oui. Je vous partage ici les résultats d'une étude de McKinsey. Alors, elle a été faite il y a maintenant quelques années, mais je sais qu'ils l'ont refait et les résultats sont à peu près identiques. Ils ont étudié à la McKinsey 5400 projets IT de plusieurs millions de dollars chaque fois. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, 45% des projets étudiés ont raté significativement leur objectif. Les délivrables n'étaient pas là. Planning non respecté, budget non respecté. 45%, c'est quand même beaucoup. Et les raisons qui étaient données par les projets qui estimaient ne pas avoir atteint les objectifs sont, pour 30% d'entre eux, les objectifs n'étaient pas clairs, manque d'attention du business. Pour 25%, ils étaient dans un planning qui était non réaliste. Pour 20% de ceux qui n'ont pas atteint leur objectif, la complexité technique avait été sous-évaluée ou problème budgétaire, 15% manque de compétences et d'alignement. Et en fait, quand on regarde ces causes, pour moi, il y en a en tout cas 3 dans lesquelles le facteur humain joue un rôle vraiment important.
objectifs pas clairs, pas d'attention du business, planning non réaliste et manque de compétences et d'alignement. Et donc, ceci confirme pour moi que fondamentalement, si on veut réussir des projets ambitieux de transformation numérique, on doit mettre l'humain au centre du processus. Et donc, moi, je vais vous proposer 3 clés, et peut-être comme à l'époque, lors du cours de marketing que je donnais à Namur, je vais vous donner des petits modèles que vous allez pouvoir utiliser tout de suite, et je m'engage même à vous les envoyer, je pense, encore aujourd'hui. C'est le dernier petit stress de ma journée ou de ma semaine, parce que demain, je suis en vacances, donc vous avez presque l'assurance que vous aurez ça ce soir. Donc, 3 clés. Une qui va concerner le client interne-externe, une autre qui va concerner la gestion du groupe projet, et la 3e clé, une clé pour gérer la façon dont vous allez communiquer par rapport à l'audience qui va mettre en œuvre quelque part le projet. Alors, première clé, il faut se rendre compte de ce qu'on appelle le biais des positions perceptuelles. En mots simples, ça veut dire quoi? On a tous une vue personnelle et subjective d'un problème ou d'une situation. Laissez-moi vous partager une fable indienne que j'aime beaucoup, c'est la fable des 6 aveugles qui essayent de comprendre ce qu'est un éléphant. Et ils ont chacun une partie de l'éléphant devant eux, et le premier va dire, en fait, un éléphant, c'est une corde. Non, non, dit le deuxième, c'est un arbre. Le 3e aveugle va dire, c'est un mur, bien sûr, vous n'avez rien compris. Le 3e dira, c'est un paravent en touchant les oreilles. Le 5e, non, 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 c'est une arme pointue. Et le 6e, ça ressemble à un serpent. Et donc, ce que cette fable veut dire, c'est qu'ils ont tous une vue partielle du concept éléphant. Et donc, chacun de leur côté, ils ont ce qu'ils pensent être la vérité, mais la vraie vérité est encore différente. Et ils vont avoir cette vérité complète le jour où ils partagent ce qu'ils ont les uns et les autres compris. Et en fait, vous aurez compris, c'est que c'est l'intelligence collective de 6 personnages ici qui font qu'ils vont avoir la vue complète de l'éléphant. Mais dans la réalité d'un projet de transformation numérique, on va se retrouver dans le même cas de figure. Si vous voulez mettre un chatbot en place et que vous demandez à un certain nombre de personnes dans l'entreprise, mais c'est quoi le chatbot que vous voudriez avoir? Ben, vous allez avoir potentiellement 6 réponses différentes. Parce que quelqu'un du service client va dire « Ah, le chatbot, c'est pour avoir des réponses plus rapides. » Le business controller va dire « Non, non, c'est surtout pour faire des économies. » Le chef de projet va dire bah, « Non, moi, je veux un exploit technologique. » Quelqu'un va dire « Oui, mais ça va faire des jobs en moins, et des problèmes IT en plus, et des risques GDPR. » Et donc, de nouveau, une même réalité, vue par 6 personnes différentes, va être perçue différemment. Et pour pouvoir réussir le projet, il va falloir travailler en intelligence collective et aller rassembler toutes ces informations. Et c'est là où je vous partage un petit outil tout simple qui a été créé par une boîte d'intelligence stratégique marketing aux États-Unis, Explain, et qu'ils appellent la carte d'empathie. Et de nouveau, elle a la beauté de sa simplicité. Comment est-ce que ça fonctionne? Quand vous êtes en train de réfléchir à votre client dans le cadre d'un projet, client interne ou client externe, globalement votre décideur, faites l'exercice, mettez le client au centre de cette carte d'empathie et réfléchissez, qu'est-ce que, d'après vous, cette personne pense et ressent? Qu'est-ce que cette personne a vu d'une solution ou d'autre, ou de sa solution ou de la situation en entreprise? Qu'est-ce que cette personne entend? Qu'est-ce que cette personne dit et fait? Et quand vous aurez fait cet exercice de façon un peu structurée, eh bien vous allez pouvoir, de façon beaucoup plus objective, dire en fait, pour cette personne, les points de douleur sur lesquels on doit travailler, les craintes et frustrations, c'est ceci, cela. Les sources de plaisir, les besoins et attentes par rapport à la solution, c'est ceci, cela. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez réaliser, et ceci, c'est un cas réel que je vous partage. C'était un chef de projet chez Deloitte qui voulait, entre guillemets, vendre une solution de cloud ERP à un client, et on a travaillé ensemble avec la carte d'empathie. Et ce qu'il a compris, c'est que, en fait, le CEO, lui, voulait positionner son entreprise pour le futur. Bon à savoir. Le CFO, en fait, lui, il voulait surtout quelque chose de pas cher et qui fonctionne.
Mon chef de projet, lui, il était très intéressé par faire une belle prouesse technique et les gens sur le terrain, en fait, voulaient changer le moins possible. Et donc, de nouveau, le fait d'avoir fait l'exercice a permis vraiment de donner une autre dynamique au projet et à la réponse que le projet allait donner par rapport au problème. Deuxième clé, et là on va se concentrer sur l'équipe projet, la réalité c'est que nous sommes tous différents. Et Carl Jung a défini 4 archétypes sur notre façon de fonctionner avec soi-même et avec les autres, qui nous différencient et qui sont à la fois des forces, mais qui aussi peuvent créer des difficultés. Une première dimension, c'est la façon dont les gens interagissent entre eux. Il y a des gens qui vont plutôt aller chercher l'énergie dans les autres, on les appelle parfois les extravertis, et d'autres qui vont plutôt chercher l'énergie en eux-mêmes. Puis il y a des gens qui vont gérer l'information de façon plutôt conceptuelle, orientée futur, et d'autres détails orientés présent. Certains vont prendre des décisions en fonction d'une logique vraiment presque mathématique, et d'autres vont écouter leur trip. Et au niveau d'organisation, certains vont être très structurés et d'autres vont être beaucoup plus flexibles. Et c'est une réalité et c'est une richesse, mais dans une équipe, ça peut poser des problèmes. Ici, c'est par exemple une équipe projet qui a fait l'exercice avec moi et au travers d'un questionnaire, on les a positionnés ici sur la dimension organisation. Et ce qu'on voit, c'est que Didier, qui est tout à fait à gauche, est très, très structuré et Kelly, qui est plus à droite, est beaucoup plus flexible. Entre eux, ça ne va pas nécessairement être facile de gérer le planning projet. Par contre, le meilleur planning projet sera celui qui va résulter de leur discussion à tous les deux. Et donc, cette différence amène des difficultés, mais également de la richesse. Et quand on réfléchit au profil d'un team, ici sur le modèle, on va avoir au-dessus des gens qui sont plutôt créatifs, visionnaires, amateurs de nouveautés, ici des gens qui sont plutôt dans le présent et la mise en œuvre. Et le team qui va bien fonctionner, c'est le team qui aura les différents profils dans son, dans son groupe, mais des profils qui se connaissent les uns les autres et qui sont capables de fonctionner entre eux. Donc, le manager 3.0, il a investi du temps dans la construction et l'inspiration de son équipe. Et les choses à ne pas faire, c'est penser que tout le monde fonctionne de la même façon. Non, ça, ce n'est pas une réalité. Croire que tout le monde est bon dans tout, ça n'est pas vrai également. Croire que tout le monde fonctionne comme vous, ça n'est pas non plus une réalité. Et erreur numéro 4, communiquer insuffisamment. Et donc, le manager 3.0, la bonne pratique qu'il va mettre en place, c'est qu'il est conscient de la complémentarité. Il va confier aux collaborateurs par préférence les tâches qu'ils aiment et qu'ils font bien. Il va accepter d'être challengé et il va ne jamais arrêter de communiquer au sein de l'équipe. Et donc, il va être conscient de force et des points d'attention de l'équipe et il va essayer de maximiser le potentiel. Troisième clé qui va, elle, s'adresser plus à la population qui est celle qui va être utilisatrice de la nouvelle solution. En fait, une nouvelle solution qu'on met en œuvre, ça veut dire aussi faire le deuil de la situation du passé, faire le deuil d'une situation connue, d'une situation confortable. Et il y a quelque chose qui s'appelle le processus du deuil, qui a été bien documenté par la docteure psychologue Kubler-Ross dans le domaine du deuil, je dirais, d'une personne ou d'une situation. Et il est, je trouve, très adapté dans ce que l'on envisage ici comme mutation technologique. Et ce processus, en fait, explique que la personne ou le groupe va passer au travers d'un certain nombre d'étapes qui sont nécessaires, qui vont être plus ou moins longues en fonction de l'ambition du changement, mais qui presque toujours se passent les unes après les autres. Lors de l'annonce du changement, d'abord, il va y avoir le choc. Quoi, on veut remplacer une partie de mes collègues par des chatbots? Impossible. Et puis, déni, ça ne va pas se passer. Ensuite, colère. Et puis, négociation, tristesse, acceptation, et puis décision, engagement. Et ce qui va être important, c'est de continuer à communiquer. Ensuite, ne pas survendre quand les équipes sont dans la colère ou la certitude. Ils ne sont pas capables d'écouter à ce moment-là. Ne pas non plus se décourager, parce que le chef de projet qui va avoir un groupe en face de lui qui est dans la colère ou la tristesse, il peut se décourager. Il faut continuer à impliquer les gens. Et puis,
comme il y a quand même des progrès qui vont être faits, il faut féliciter les personnes qui avancent dans le processus. Donc, clairement, les bonnes pratiques, c'est communiquer clairement et à temps, c'est être dans l'écoute active, être dans l'implication des personnes pour co-créer et donner du feedback appréciatif et correctif. Et en fait, ce qui est commun dans les 3 outils que je vous ai partagés, c'est vraiment d'être dans l'écoute active de son client interne, du décideur, du groupe projet, des personnes qui vont vivre le changement. Et l'écoute active, c'est quoi? C'est d'abord créer un climat de confiance. Ensuite, être dans ce qu'on appelle en coaching la synchronisation, c'est-à-dire s'adapter au langage verbal et non verbal de la personne à qui on s'adresse. Écoutez vraiment, et je cite ici le Dalai Lama, quand vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez. En tout cas, quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Ne pas être dans le jugement, parce que le jugement va bloquer le partage de l'autre personne, et dans la mesure du possible, être vraiment dans la reformulation, parce que ça va démontrer que vous avez bien compris et ça va garder l'autre personne dans la discussion. Donc, c'est vraiment une compétence clé. Donc, le manager 3.0, il a développé sa créativité et son intelligence émotionnelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Goleman nous dit, l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence qui se travaille. C'est quelque chose que l'on peut apprendre. On peut découvrir des outils, on peut se driller à les utiliser et on peut les maîtriser à un moment donné. Donc, pardon, un petit bug. Voilà. Donc, le manager 3.0, il collabore avec les robots parce qu'il a un potentiel énorme et surtout, il coopère avec ses alter-ego. Il a donc une intelligence augmentée. Et dans la boîte à outils du manager 3.0, aujourd'hui, je vous confie 3 choses. 1, la carte d'empathie. 2, le modèle des rôles de Mark Garrison et McCann pour vous aider à réfléchir à la dynamique de votre équipe et comment utiliser au mieux les compétences des uns et des autres. Et la courbe du deuil pour réfléchir à la juste communication que vous devez avoir en fonction de là où se trouve le groupe que vous voulez emmener dans le changement. Si vous voulez en savoir plus ou travailler cela, je vous envoie le MailChimp, comme je disais, ce soir. Et dans mon livre Manager 3.0, il y a bien sûr ces outils-là et beaucoup d'autres, puisque ce que j'ai élaboré, c'est 7 principes pour accompagner le changement induit par l'intelligence artificielle, avec bien sûr le focus et la compétence qui est la mienne, qui est de mettre l'humain au cœur du changement et de non pas vous abreuver de bonnes pratiques technologiques qui sont des choses dans lesquelles moi personnellement je suis beaucoup moins familier. Alors, pour le reste, j'essaie d'avoir mon dernier slide et je ne l'ai pas. Je vais peut-être faire stop sharing. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon dernier slide, mais ça a juste bugué sur le tout dernier, qui était un court résumé et également un remerciement pour le temps que j'ai passé avec vous, en espérant que on va rester dans le timing pour vous permettre de passer la soirée que vous désirez. Super, Charlie, c'est à toi. Tu m'entends? Vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui. Bon, je t'entends en tout cas. Ah, super, merci Bruno. Ben, merci Christian. Et je vois qu'il y a un petit problème. Oui, vous ne nous entendez pas? Là, maintenant, je t'entends, oui. Est-ce qu'on a eu ma conférence jusqu'au bout? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a bugué chez moi. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu jusqu'au bout. Je ne sais pas quelle était ta dernière slide, évidemment, mais… C'était juste un slide de remerciement et qui suivait un peu les 3 outils que je représentais. Mais ici, j'ai de Hermite un message que la page est unresponsive, donc c'est un petit peu inquiet par rapport à ça. Non, je pense qu'on a eu l'ensemble de la présentation. Donc, voilà. Et on a vu passer plein d'applaudissements du public virtuel. Donc, Christian a quitté le stage. Il est vraiment temps qu'on revienne au présentiel. Alors, pour garder le timing, je vous propose peut-être, Jean-Philippe, de présenter notre prochain invité.
Alors, voilà, je vais faire une petite introduction pour vous présenter Bruno Schroeder. Alors, lui, j'ai pas eu la chance, malheureusement, de l'avoir dans un de mes cours du NIF, mais voilà, on va avoir le privilège de pouvoir l'entendre ici avec nous. Alors, Bruno Schroeder, durant sa carrière, il a rempli de nombreux rôles dans l'industrie informatique. Aujourd'hui, il est National Technology Officer de Microsoft Belgique. Donc, ça consiste à conseiller, anticiper, hein, avec une vision de 5 à 10 ans, pour aider les entreprises, les universités, les centres de recherche, aussi politiques, pour que tous ensemble, nous soyons prêts à utiliser des technologies qui n'existent pas encore aujourd'hui, en tout cas dans un format grand public. C'est un observateur attentif de l'IT et de l'impact sur la société, hein, qu'il suit avec attention, une attention toute particulière sur ce qui se passe, je vais y arriver, sur le sol wallon. D'ailleurs, il est actif au sein de plusieurs conseils d'administration et comités de pilotage, notamment au CETIC, au ESL et au MIC, pour ne citer que ces trois-là. Les nouveaux paradigmes de l'économie des données, les capteurs IoT, l'IA, l'éthique, le cloud, le big data, l'innovation, la transformation numérique, l'e-santé, la protection de la vie privée et fatalement Microsoft sont les mots-clés qui apparaissent le plus fréquemment à côté de son nom quand on fait quelques recherches sur Internet. Et peut-être Bruno Schroeder va prochainement et tout doucement vaquer à de nouvelles occupations, hein, m'a-t-on dit. Et donc, il y a une grande question qui se pose. Est-ce qu'il fera autant de dernières tournées que Charles Aznavour? Est-ce qu'il fera une série Netflix pour évoquer sa longue carrière? Est-ce qu'il reviendra après un break, comme l'a fait Jésus, ou Michael Jordan, ou dernièrement Kim Clijsters? On n'en sait rien. Il faudrait être visionnaire pour le savoir. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis très heureux, curieux et impatient de pouvoir assister à une de ces Last Dance, hein, pour paraphraser Michael Jordan, mais sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, Bruno Schroeder. Et il sera toujours le bienvenu à l'Infopol également. Voilà. Merci. Oui, c'est vrai qu'il me reste quelques jours. Mon dernier jour de travail, c'est le 7 juillet. Après, je prends les congés qui me restent et fin du mois d'août, je suis officiellement, le 31 août, je suis officiellement à la retraite. Voilà. Donc, là, je pense qu'au nom de toute l'Assemblée, on va vous souhaiter une bonne retraite également. Et comme je l'ai déjà dit, vous serez toujours le bienvenu, quoi qu'il arrive, à l'Infopol. Je ne manquerai pas d'abuser de cette invitation. Merci. Alors, je vais essayer de vous présenter les choses que je peux présenter. Voilà. Alors, où est-ce que ça se trouve? Voilà. Normalement, ça devrait apparaître. C'est en ordre. Juste mettre en plein écran et on sera bon. Oui, voilà. Super. Et comme ça, on peut y aller. Et le timer, puisque évidemment, il y a un match qui commence à 6 heures. Donc, ça nous a fait un peu. Donc, la nouvelle économie des données, la Wallonie, donc voilà, vous savez que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, mais pourquoi cette focalisation sur les données en fait? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on commence tous à s'intéresser à ça? Alors, cette focalisation, elle se manifeste de différentes manières. Vous avez évidemment toutes les discussions sur le cloud souverain, sur Gaia X, les data space, il y a toutes ces discussions sur Schrems 2, sur les décisions de la Cour européenne de justice, les nouvelles clauses contractuelles standards, etc., etc. Je pense qu'on n'a jamais entendu autant parler des données que depuis 1 an et demi. Et en fait, fondamentalement, qu'est-ce qui se cache derrière? Il se cache, moi je pense, la fin d'un modèle. Donc, ces décisions de la Cour européenne de justice, elles visent en fait les modèles d'activité de Facebook, de Google, qui sont des grands capteurs de données, des grands transferts de données, des gens qui exploitent et qui vont profiler tous les utilisateurs. Donc, il y a toute une série de préoccupations de vie privée qui sont manifestées. Et vous avez suivi comme moi aussi certainement toutes les sagas liées au coronavirus, aux applications de suivi, aux données qui sont partagées. Oh mon Dieu, maintenant le pharmacien voit si je suis vacciné, etc., etc. Donc en fait, en plus des activités de Schrems 2, en plus des activités institutionnelles, si je peux dire, qu'on voit, parce que Max Schrems, ça commence à devenir aussi un peu un institutionnel lui-même, si j'ose dire, de la protection de la vie privée, on a maintenant des préoccupations citoyennes qui sont manifestées vraiment extrêmement assertives, si j'ose dire. Alors on voit aussi, en plus, ce grand mouvement de contrôle des GAFA, parce que toutes ces entreprises
qui vendent de la publicité, Google, Amazon dans le retail avec ce qu'ils capturent, tout le business d'Amazon, Facebook et Apple dans une moindre mesure. En fait, cette préoccupation de pouvoir contrôler les revenus qui y sont et de pouvoir évidemment récupérer des impôts sur ces chiffres d'affaires, tout ça est maintenant au centre des discussions politiques. Et je dirais que finalement, on se trouve maintenant dans une prise de conscience que je résume en fait en disant mes données, ma valeur, quoi. Donc, mes données, que ce soit des données privées, que ce soit des données d'entreprise, il y a une valeur là-dedans. C'est peut-être une valeur de protection de ma vie privée, ça peut être une valeur économique, mais quoi qu'il en soit, il y a de la valeur. Et on est passé, je pense que la fin du modèle, c'est qu'on est passé d'une espèce d'insouciance de la valeur des données qu'on a parce que je reçois un email gratuit et donc je vais tout mettre et puis je vais aussi utiliser le search engine et on ne se rend pas compte évidemment de ce qui se passe et de ce qui est collecté, ni même de la valeur économique qu'on peut en sortir. Tout ça c'est fini. On est maintenant, je veux dire, cette conscience il y a quelque chose à faire avec les données, elle est là, et ça se traduit jusqu'au niveau maximum de l'Europe, puisqu'il faut absolument que les données des entreprises européennes soient exploitées par des entreprises européennes et pas par celles d'autres pays. Tout ça, c'est couplé à un autre élément, en fait, qui est le seuil technologique auquel nous sommes arrivés. Alors, vous connaissez tous le cloud hyperscale, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le cloud Microsoft, on a arrêté de compter les data centers, on a arrêté de compter les pays dans lesquels on est parce que ces slides évoluent vraiment en permanence. Je pense qu'on est maintenant présent dans 13 ou 14 pays européens avec des data centers, sans mentionner ceux qui sont tout à fait en dehors. Et donc, on dispose d'une infrastructure de collecte, de stockage, de traitement des données, telle qu'on ne l'a jamais connue dans l'histoire de la technologie. On n'est plus personne maintenant n'est limité par les investissements qui peuvent être faits dans les serveurs, dans ce qui est installé, dans le délai de livraison de machines. Tout le monde peut relativement rapidement, en quelques minutes, disposer d'une puissance de calcul absolument phénoménale, d'une capacité de stockage absolument phénoménale qu'on n'aurait jamais eu, et juste pour le moment dont on a besoin. Donc, ça encourage évidemment à la capture de données et ça encourage à mettre au point des modèles de traitement qui sont beaucoup plus sophistiqués que ce qu'on a vu. Et ça, en plus, ça permet, ça se conjugue à toute une série d'avancées théoriques sur les modèles du machine learning, ce qu'on appelle de manière très incorrecte de l'intelligence artificielle. Ça reste quand même des analyses statistiques super évoluées. Et donc, on a en plus maintenant des moyens de faire des traitements d'informations tels qu'on n'a jamais pu les faire avant, avec des concepts qui sont très loin de l'algorithmique standard. Et on voit également arriver la conjonction en fait d'une technologie hardware et d'une technologie software sous la forme de ce qu'on appelle les Trusted Execution Environments, le Confidential Computing, si vous voulez, qui sont en fait une collaboration entre un design de hardware, de processeur, et un design d'operating system, d'hyperviseur, qui permet de localiser certains traitements dans une enclave sécurisée d'un processeur, sécurisée d'une manière telle que personne ne peut avoir accès aux données qui sont à l'intérieur de cette enclave. Et tout ce qui rentre et tout ce qui sort est encrypté, et encrypté avec une clé qui est contrôlée par le propriétaire des données. Et donc, quand vous mettez ça ensemble avec ce concept « mes données, ma valeur », évidemment, on commence à comprendre que, tiens, là, j'ai un moyen de pouvoir continuer à faire du traitement sur mes données, de les mettre ailleurs dans le cloud, et donc même si le fournisseur du cloud a des velléités d'exploitation de mes données, comme je peux encrypter les choses et qu'il n'a pas accès à la clé, il peut essayer, ça ne marchera jamais en fait. Et même chose pour régler toute une série de problèmes d'accès aux données par des acteurs tiers pour la protection de la vie privée et les utilisations qui peuvent être faites au niveau gouvernemental par des services secrets par exemple, style Cloud Act ou FISA 702. Et là tout d'un coup, avec ces Trusted Execution Environment, on a une technologie qui permet, conjuguée à celle qui permet de stocker beaucoup de données, de faire du calcul, de tourner des modèles extrêmement sophistiqués là-dessus, et de les tourner de manière extrêmement protégée, qu'on n'a jamais pu le faire non plus. Et donc, ce seuil de technologique de basculement, il est là, et il ouvre la porte à une toute nouvelle économie des données. Pourquoi nouvelle? Parce que le modèle précédent, qui est basé, je dirais en gros, sur le modèle Facebook-Google, où on a une organisation qui profile, qui capture tout ce qu'elle peut capturer, qui profile, et donc qui capture les données, qui les garde dans son environnement et qui les traite pour fournir des extraits d'intelligence qui sortent de ces données, mais sur les données qu'ils ont capturées. Ce modèle-là, c'est un modèle qui est
qui est en train de mourir, c'est à la fin. Parce que justement, on a toutes ces questions sur les transferts, parce qu'on a ces questions de la propriété des données qui sont là. Et on va plutôt vers un environnement dans lequel la propriété des données, elle n'est plus chez les rassembleurs, elle est chez ceux qui sont à l'origine des données, et donc ça peut être le citoyen. Pensez par exemple, je ne sais pas si vous suivez ça, mais aux initiatives du gouvernement flamand pour mettre en place un data trustee, qui serait une organisation publique qui recevrait et qui gérerait les accès aux données des citoyens. Pensez à Solid, par exemple, de Tim Berners-Lee. Donc, cette propriété des données au niveau individuel, au niveau de ceux qui pourraient maintenant contribuer à alimenter les réceptacles des grands collecteurs de données. Voilà, ce concept est là. On a ce concept d'écosystème des données qui se met en place, par exemple, dans les discussions sur les data space, c'est tout ce qui est derrière le concept des services de Gaia X, par exemple. Et ces écosystèmes de données, ils existent. Ça fait un moment, par exemple, que l'aéronautique ou même les fabricants de voitures ont cet écosystème et qui sont propriétaires, qui sont uniquement orientés vers leur usage interne, et des écosystèmes de données qui sont quand même, malgré tout, assez centralisateurs, avec une approche bottom-up. Les différents sous-traitants alimentent des données qui finissent par se retrouver chez BMW ou bien chez Airbus, par exemple. Et ce qu'on voit arriver, c'est l'éclatement de ce modèle hiérarchique de centralisation des données vers un modèle qui permet la copropriété des traitements. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces modèles de Trusted Execution Environment, les concepts du Confidential Computing, permettent non seulement d'encrypter des données et de ne les décrypter qu'au moment du traitement dans une zone protégée, ils permettent également de signer cryptographiquement le code qui est celui qui va travailler sur les données, et ils permettent de garantir à travers un mécanisme d'attestation que le seul code qui va pouvoir toucher ces données, c'est ce code qui a été validé, qui a été signé et qui bénéficie de l'attestation. Donc ça permet à des entreprises, des organisations différentes de se mettre d'accord pour dire, nous allons mettre nos données ensemble et ces données vont être traitées par une algorithmique que nous allons mettre en œuvre ensemble. Nous allons tous pouvoir signer cette algorithmique, donc nous sommes sûrs qu'il n'y a que ça qui va pouvoir tourner. Nous allons aussi pouvoir signer nos données et garder ces données sous notre contrôle, et nous allons pouvoir mettre en œuvre en fait des traitements qui vont utiliser l'ensemble des données, mais sans révéler le contenu des données à une autre organisation que celle qui en est propriétaire. Et donc, imaginons que vous êtes, 2 ou 3 sociétés de développement de vaccins, on en parle beaucoup, vous pouvez, on a quelques exemples qui font déjà ça, donc vous pouvez mettre ensemble, en fait, les résultats des études cliniques sur les vaccins sans révéler le contenu des études cliniques. Et donc, les différents concurrents ne sauront pas ce qu'il y a dans les données des autres, mais par contre, s'étant mis d'accord sur un traitement de machine learning, ce traitement de machine learning va pouvoir, lui, se former sur la totalité des données, encore une fois, dans un environnement contrôlé. Et donc, on voit arriver une nouvelle économie des données qui est non plus basée sur « j'ai besoin d'un écosystème, d'une propriété extrêmement étendue qui va me permettre de capturer le maximum de données » vers une économie de données qui est basée sur l'agrégation de sites de données qui restent sous le contrôle du propriétaire, mais qui font l'objet d'un traitement qui est déterminé de manière mutuelle. Donc ça, c'est vraiment absolument fondamental. Et donc, on va vers un environnement où il va être absolument important de pouvoir échanger des données, de pouvoir donner des accès à nos données à d'autres organisations dans un environnement sécurisé. Alors, dans ce contexte-là, d'où vient la valeur, en fait? Où est-ce qu'on peut faire de la valeur? Quelle peut être la zone d'intérêt pour une organisation wallonne ou d'autres pays, ou d'autres régions? Bon, en fait, cette valeur, elle va venir du curateur des données, elle va venir de ceux qui vont être capables de rassembler des données qui font sens quand on les met ensemble. Et donc, évidemment, si vous voulez travailler avec votre concurrent, vous le connaissez directement. Preyon fait ça, par exemple. Donc, Preyon travaille avec un de leurs concurrents pour partager en fait l'algorithmique de contrôle de qualité en accédant aux données de leurs concurrents. Donc, ils mutualisent leurs données sans donner accès, évidemment, à ce qui fait la spécificité de leur contrôle de processus. Mais de cette manière-là, ils peuvent mettre au point un algorithme de contrôle de qualité qui est meilleur et qui leur permet de se défendre contre d'autres. Donc, on va avoir une valeur qui va venir dans les cas plus compliqués, où ça va pas être spécialement évident d'identifier quelles sont les données intéressantes, de gens qui vont pouvoir identifier des sets de données, qui vont pouvoir régler les conditions d'accès, qui vont pouvoir
construire, je dirais, le consortium d'exploitation de ces données. L'autre élément, c'est évidemment l'algorithmique. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau. L'intelligence, elle n'est pas dans les données brutes, elle est dans le traitement qu'on va faire et elle est dans ce qu'on va pouvoir mettre au point comme manière d'aller mélanger, activer tout ça et retrouver les choses. Alors, il y a un troisième élément qui va pouvoir générer de la valeur, c'est l'économie des modèles. Alors, cette économie des modèles, c'est quand vous avez mis au point un modèle de type, par exemple, machine learning, pensez à GPT-3, par exemple. Hein. Imaginez en fait un GPT-3 qui soit une propriété privée et qui soit un modèle mis en œuvre contre paiement. Eh bien, cette économie des modèles, elle est déjà en train de se développer. Je suis personnellement prêt à parier qu'on va on va voir arriver de nouveaux types de sociétés qui vont mettre au point un moteur particulier et leur valeur économique, elle sera en fait incarnée dans ce modèle auquel ils donneront accès d'une manière ou d'une autre sous forme de licence, sous forme de coût à la transaction ou de coût au résultat. Exemple déjà présent en Wallonie, OncoDNA. OncoDNA a un modèle qui leur permet d'aller chercher des informations au sujet de patients qui présentent des similitudes avec le patient qu'il faut soigner. Eh bien, donc leur valeur intellectuelle, leur valeur économique, en fait, elle est dans le modèle qui permet d'extraire cette information qui va être utile pour le médecin qui doit soigner une personne, et elle est dans la capacité qu'ils ont à trouver les données qui permettent en fait d'aller chercher ces références et d'aller chercher toute l'information disponible dans le monde entier qui permet d'identifier une espèce de patient jumeau de celui qu'il faut traiter. Donc, voilà, la valeur vient de là. Ces entreprises existent déjà, elles sont déjà là, elles sont plutôt des pionniers, mais tout ça est en train de se mettre en œuvre. Alors, gros avantage, évidemment, pour la Wallonie, c'est qu'il ne faut pas d'investissement lourd dans le hardware, tout ça peut tourner dans le cloud, il ne faut pas d'investissement lourd dans des bâtiments pour traiter et mettre au point un processus. Par contre, il faut de l'investissement dans de l'intelligence, dans la capacité de faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui ne se délocalise pas facilement, hein, parce qu'il y a évidemment toute une série d'éléments liés à la qualité de vie, par exemple, liés aux universités dans lesquelles les choses se font, qui sont assez importants dedans. Donc, c'est quelque chose dans lequel on peut sauter relativement rapidement et on peut prendre une place sans avoir à disposer d'un investissement extrêmement conséquent. Alors, en plus, nous sommes assez bien placés. Oui. On a perdu vos slides, peut-être dû à la qualité. Je vois que la qualité du réseau n'est pas optimale. Quel slide? Peut-être essayer de récupérer les slides. Ils ne sont plus partagés. Ah tiens, ça c'est bizarre ça. Ouais. Donc, je vais recommencer à les partager alors. Voilà, est-ce qu'elles reviennent? Oui, c'est revenu. C'est à ce endroit-là qu'on les a perdus. Voilà. Ok, ça va. Je se remettre en plein écran et on sera bon. Voilà, merci, super. Voilà. Donc, avantage pour la Wallonie, nous disposons en fait d'un solide historique industriel. Et donc, dans tout ce domaine des données techniques, qui sont des données de processus, par exemple, nos entreprises disposent déjà de pas mal d'informations. Alors, elles ne sont pas spécialement utilisables immédiatement. Il y a un travail de mise en forme de ces données qui doit être fait, mais tout ça sont des opportunités de services, évidemment. Et donc, ces données, elles sont... Et quand j'entends, par exemple, que les données, c'est foutu, tout est déjà dans les sociétés américaines, c'est faux, évidemment. C'est vrai pour les données des consommateurs, Google, Facebook, c'est absolument faux pour les données industrielles telles qu'on peut les avoir, ou des données qui ne sont pas spécialement des données de consommation qui peuvent se régénérer de manière assez rapidement. Donc il y a tout un champ en fait de données techniques dans lequel, par exemple, Preyon peut capitaliser sur plus de 100 années de pratique dans un processus, et donc ça leur donne des connaissances qui peuvent évidemment mettre au point des modèles qui sont des modèles extrêmement avancés, beaucoup plus sophistiqués que quelqu'un qui démarre. Pour les données personnelles, nous avons aussi une capacité particulière. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de l'article 89 du RGPD. En fait, c'est un article qui permet d'exonérer en fait la recherche d'une série des obligations du RGPD. Alors, il y a une condition pour pouvoir en bénéficier, c'est qu'il doit être encadré par une loi nationale. S'il n'y a pas de loi nationale, pas d'exemption possible. Eh bien, il se fait que la Belgique est un des rares pays en Europe qui a passé une loi nationale. Et donc, nous pouvons en fait utiliser cette implémentation nationale de l'article 89 pour relâcher une série de contraintes sur les données personnelles au stade de la recherche. Donc,
C'est au stade de la recherche qui va mettre au point le modèle. Au moment de passer en production, évidemment, là, ça disparaît et il faut passer par des approbations. Mais en matière de recherche, en fait, nous avons là la possibilité de faire de la recherche algorithmique beaucoup plus facilement, beaucoup plus simple qu'en Allemagne ou en France, par exemple. Et ça, c'est vraiment un avantage. Bon, c'est national, hein, valable pour la Flandre aussi, mais c'est un avantage, en fait, que nous n'utilisons, je trouve, pas encore suffisamment dans notre pratique. Alors, pour s'y préparer, quelles sont les étapes à remplir? Eh bien, d'abord, évidemment, il faut se préparer à ce qu'est la technologie des données. Donc, comment est-ce qu'on va mettre des données en forme? Comment est-ce qu'on va pouvoir agréger des données éventuellement? Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer certaines techniques de conformité qui sont liées à ça? Parce que, donc, en traitement des données, il y a évidemment parfois de la pseudonymisation à faire, suivant le type d'information qui est dedans. Il y a également dans les technologies de la conformité le confidential computing dont j'ai parlé. Alors, il est de plus en plus facile à mettre en œuvre. Les premiers produits que nous avons mis sur le marché chez Microsoft, c'était très ingénieur, quoi, hein. Donc, il fallait savoir vraiment ce que c'était que du développement de code. Il fallait pouvoir aller bidouiller tout ça de manière vraiment extrêmement fine. Les étapes suivantes, c'était des bases de données. Ça a été ensuite les containers. Maintenant, on peut faire ça au niveau de la machine virtuelle. Bon, la machine virtuelle peut passer directement dans cet environnement-là. Donc, c'est beaucoup plus facile, mais malgré tout, il y a quand même une série de contraintes. Ça ne sert pas à grand-chose de pouvoir protéger toute une machine virtuelle si on est incapable de protéger l'administrateur de la machine virtuelle, évidemment. À ce moment-là, la confidentialité n'a pas beaucoup de sens. L'autre élément, c'est développer une capacité à identifier les frictions. Parce que, en fait, ce que nous pouvons faire avec les données, c'est régler des problèmes qu'on n'a pas encore pu régler. Parce que, bon, je vous passe ce genre de choses, mais en fait, le quatrième paradigme, le paradigme qui est derrière le machine learning, il permet d'aborder des problèmes d'une manière telle qu'on peut résoudre des problèmes qui sont jusque maintenant insolubles par les données. Et donc, où va-t-on trouver des problèmes insolubles? Eh bien, on va les trouver dans les domaines, dans les endroits où il y a des frictions en interne dans une organisation ou bien chez les clients de vos clients, hein, des clients de l'écosystème IT. Qu'est-ce qui me gêne, par exemple, moi, quand je veux utiliser tel produit ou tel service? Qu'est-ce qui me gêne en tant que client? Eh bien, tout ça, en fait, ce sont des sources de questions qu'on peut potentiellement résoudre par, justement, ces approches avec des nouvelles classes de données. Et derrière l'identification des frictions, il y a également, élément extrêmement important à développer, c'est la curiosité. Parce que l'endroit où nous allons trouver les informations, l'endroit où nous allons trouver l'approche qui va nous permettre de résoudre ce genre de choses, ça peut parfois être assez bizarre. Donc, grand exemple que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, si vous m'avez entendu, eh bien, c'est les techniques qu'on a développées chez Microsoft pour faire de l'identification du risque de développer un cancer et d'autres pathologies. On en est à 18 pathologies maintenant. Bon, vous allez me dire, identifier un risque de pathologie, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dedans? Eh bien, on le fait à travers l'historique des recherches dans le moteur de recherche. Et on va trouver là toute une série de traces, de patterns qui vont permettre, en fait, de mesurer la probabilité de survenance d'une de ces pathologies. Efficacité, 15% des cas. Donc, on en rate 85%, mais pour les 15 qu'on trouve, c'est déjà pas mal, quoi. Autre élément de curiosité, c'est déterminer le passage en phase dépressive chez les patients bipolaires. Eh bien, en fait, le meilleur indicateur, c'est un changement dans la dynamique de mouvement des pouces sur l'écran du smartphone. La manière dont on tape les messages sur l'écran du smartphone change chez les patients bipolaires quand ils approchent de la phase dépressive. Eh bien, il a fallu penser à mesurer ce genre de choses. Une fois qu'on l'a mesuré, c'est extrêmement facile. Et pour vraiment mettre ensemble, en fait, ce qu'est la curiosité associée à la recherche de friction. J'aime beaucoup ce projet Prémonition, projet Microsoft Recherche. C'est un projet, en fait, dans lequel on a passé un contrat d'alliance avec les moustiques pour pouvoir déterminer à l'avance le risque d'émergence d'une épidémie. Typiquement, en fait, on s'est focalisé au départ sur Ebola, mais ça maintenant, on applique ça aussi à Zika, par exemple. Peut poser pas mal de problèmes pour les femmes enceintes, évidemment. Et donc, ce projet Prémonition, en fait, comment est-ce que c'est? La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il est possible de détecter l'arrivée d'une épidémie du genre d'Ebola avant qu'elle ne soit là, c'est-à-dire avant que les gens ne commencent à mourir?
Et pour faire ça, en fait, on a besoin de pouvoir prendre des échantillons sanguins de la population parce qu'il faut mesurer l'évolution du pathogène. Comment peut-on prendre des échantillons sanguins de la population en permanence, en continu, y compris dans des pays où il n'y a pas d'infrastructure de santé? C'est assez compliqué. Et on s'est dit, bon, quel est le proxy d'une prise de sang? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ah ben tiens, les moustiques, leur job, si j'ose dire, de moustiques, c'est de prendre des prises de sang de tous les organismes sur lesquels ils se nourrissent. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, mesurer le pathogène qui est dans le sang qui a été capturé par un moustique? Et donc, mais pour ça, est-ce qu'il est possible de capturer sélectivement les moustiques de manière à ne capturer que l'espèce qui est relevante pour le pathogène? Et donc, on a mis au point, en fait, un dispositif, c'est un capteur avec des petites portes, avec des diodes, qui permettent, en fait, d'attirer les moustiques. Et au moment où ils passent au-dessus de la diode, on peut analyser en temps réel le battement des ailes du moustique, et il se fait que ce battement est unique à chaque espèce. C'est un truc qu'on a découvert aussi. Et donc, on peut déterminer en temps réel si l'espèce est la bonne. Si c'est la bonne, on ferme la trappe, le moustique est piégé. Et puis après, une fois qu'on a notre piège rempli de moustiques, la question c'est comment est-ce que je vais aller voir ce qu'il y a dans la goutte de sang du moustique. Et donc, il faut aller analyser l'ADN de tout ce qui est présent dans le moustique. Et là, on doit trouver un moyen de démêler les différents brins d'ADN, parce qu'il y a le moustique lui-même, il y a toutes les espèces qu'il a piquées, il y a tous les pathogènes. Et bien, on a aussi pu mettre au point, avec ces techniques de machine learning, un algorithme qui permet d'identifier, donc de séparer les différents éléments du cocktail sanguin. Et nous sommes maintenant capables d'identifier dans les moustiques les pathogènes individuellement. Et donc, en mettant une campagne qui va séquencer ce qui se trouve à l'intérieur des moustiques, eh bien, on peut suivre effectivement l'émergence du pathogène. Alors, on en est au stade des études cliniques, des études de terrain, pardon, pour voir comment ça marche, parce qu'on a besoin évidemment de comparer ça avec l'émergence d'une vraie épidémie pour savoir affiner le modèle. Mais donc, cette approche de où est la friction? Tiens, est-ce qu'on peut prévoir une épidémie avant qu'elle n'arrive? Où est la friction dans l'identification des moustiques? Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Avec de la curiosité, tiens, et le battement des ailes, c'est un truc qu'on peut mesurer. Est-ce que c'est relevant? Eh bien, on a pu mettre au point cette méthode-là. Alors, cas extrême, je suis tout à fait d'accord, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver dans beaucoup de domaines, beaucoup d'environnements, à partir du moment où on cherche de manière spécifiquement orientée vers ces frictions, ces questions qu'on n'a pas su résoudre, ces questions, ces problèmes pour lesquels je peux trouver des données quelque part, même si ça peut être aussi bizarre qu'aller échantillonner des moustiques. Eh bien, une fois qu'on a ça, eh bien, quelle est la manière dont je vais pouvoir gérer ce genre de choses? Ça ouvre la porte à non seulement une nouvelle économie des données, parce que là, on a tous les éléments, hein, on a la technologie pour le faire, mais à des opportunités de business absolument phénoménales auxquelles personne n'a jamais pensé, pour lesquelles il n'y a pas encore de concurrence, parce que c'est vraiment, voilà, c'est maintenant que ça se passe, quoi, hein, on n'a pas encore des gens qui ont fait ça depuis 10 ans, et donc on peut y aller. D'où, pour la Wallonie, pour un terreau dans lequel nous avons une longue tradition industrielle, des données qui sont déjà là, pour lequel nous avons de l'intelligence, nous avons de la compétence dans ce genre de choses, nous avons de l'habitude algorithmique avec nos universités, un réseau très dense d'universités. Je pense que, voilà, comme moi, vous pouvez être d'accord que future is the only way forward. On peut y aller. Le potentiel de ces techniques est absolument merveilleux, si j'ose dire, sur le plan des entrepreneurs. Et ça demande essentiellement de l'intelligence pour être mis en œuvre. Donc voilà, on a toutes nos chances dans ce domaine. Et j'en reste là, c'était ma dernière slide. Voilà, merci. Super, merci Bruno. Je pense qu'on peut l'applaudir également virtuellement. Voilà, on voit quelques applaudissements qui arrivent. Alors, maintenant, n'hésitez pas, comme je l'ai mis dans le chat, si vous voulez regarder le match, pas de souci, vous pouvez mettre Ovio sur un autre écran et on vous invite à partager un moment de convivialité, même si on est à distance, via les petites tables. Les petites tables de discussion. Bruno et Schröder seront à votre disposition aussi. Bruno et Christian, pardon. C'est la fin de la journée aussi pour moi. Bruno Schröder et Christian Dujardin seront là pour répondre à vos questions. Donc, vous verrez qu'il y a plusieurs tables de thématiques. Si vous voulez échanger avec eux, voilà, ils auront une table à leur nom. Vous allez basculer ici maintenant dans le salon avec les petites tables et on se retrouve d'ici quelques instants. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Merci. Merci.